Ce que moi je vais ajouter, Oui, d'accord. Il faut reconnaître qu'il faut éviter de mettre les deux ensemble. L'UEMOA et la CEDEAO, oui. Et la CEDEAO. D'accord. L'UEMOA est une organisation à part. La CEDEAO est une organisation à part. Les pays membres de l'UEMOA n'ont pas décidé d'aller à la CEDEAO ensemble. On a été à la CEDEAO individuellement. D'accord. Donc nos relations avec la CEDEAO sont à part. Et la mission de la CEDEAO, elle peut se ressembler, mais pour le moment, elles sont différentes. Mais la préoccupation la plus importante et la plus préoccupante, la plus utile pour nous, c'est notre situation avec l'UEMOA. OK. Et c'est l'UEMOA qui nous a le plus fait mal. Parce que c'est avec l'UEMOA, c'est la France. C'est pas en tant que tel l'UEMOA, c'est la France. L'UEMOA, c'est une volonté française. C'est une organisation française. C'est la France qui a organisé ça comme ça. Elle a décidé de nous réunir, de nous amener à nous réunir comme ça. On était à la CEA et puis à l'UEMOA. Puis ensuite, ils ont décidé à partir du 10 janvier 1994 de proposer ça. C'est une initiative de la France. Ce n'est pas notre initiative à nous, c'est la France qui a initié ça pour dire qu'il nous faut nous regrouper les deux institutions, la CEA et puis l'UEMOA, pour faire union économique et monétaire. Donc, unir les deux institutions en même temps. Et quand nous l'avons fait, quand ils ont proposé ça le 10 janvier 1994, la première action qu'ils ont faite pour montrer que c'est leur instrument, c'est de proposer la dévaluation du franc CFA. Ouais. Et donc le 11 janvier déjà, 1994, la France a proposé qu'il y ait la dévaluation du franc CFA. Parce que le franc CFA, c'est sa propriété. Okay. Le franc CFA, c'est sa chose. Donc aujourd'hui, la première action que nous avons à faire, on n'a pas à prendre tout sur notre dos. Nous savons qu'avec la CEDEAO, la CEDEAO, c'est bien de décortiquer ça. À l'heure actuelle, Tinubu n'a pas 10% des gens qui sont d'accord avec lui de tout le Nigeria. Même au niveau de l'établissement du Nigeria. Donc, il ne parle qu'à son nom. Lui et Tougala. C'est eux. Eux-mêmes, ils sont corrompus. Ils sont corrompus et ils sont hypnotisés par la France. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Tinubu a été déclaré élu, la France, avec la DGSE française, ils se sont mis en rapport. Ils avaient déjà des liens avec les autres services de renseignement dans le monde. Ils ont pris Tinubu. Ils l'ont amené en France. Ouais. Ils l'ont travaillé, ils l'ont montré tous les documents qui parlent de sa vie lui-même pour le chanter. Et de lui dire à partir de là, qu'est-ce qu'ils veulent de lui, qu'est-ce qu'ils attendent de lui. Une fois investi, ils veulent qu'il revienne. Il est venu, on a fait l'investiture le 29 mai, et puis, sitôt l'investiture terminée, il a pris son avion, il est parti cette fois-ci en visite officielle en tant que président de la République fédérale du Nigeria. D'accord. Pourquoi la France avait besoin de ça? La France considère qu'elle a fini avec l'UEMOA. L'UEMOA, c'est sa chose. Maintenant, ils ont besoin pour entraîner la CEDEAO dans ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la lutte contre le coup d'État qu'ils promettent de faire et dans l'espace de la CEDEAO. Et puis, leur ambition par rapport au Nigeria, vous savez que le Nigeria, la France joue un rôle très important dans le cadre du gazoduc qu'on va faire du Nigeria pour aller, en passant par le Niger et continuer sur l'Algérie et puis aller amener le gaz en Europe. Cela c'est un sujet extrêmement important qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a des acteurs à titre individuel qui sont impliqués dans ça, qui sont des individus. C'est ça qui explique le problème, ce n'est pas les États qui sont engagés, c'est des individus. Ici, au niveau du Bénin, c'est la même chose, c'est Talon, lui, à titre privé, pas en tant que président de la République du Bénin, mais ce sont ses intérêts privés qu'il y a avec le Niger dans le cadre de la gestion du pipeline Niger là, où il est impliqué, il a des actions qu'il a prises par rapport à la relation avec... et ce qu'il entend faire du passage du pétrole du Niger au Burkina, non, au Bénin avec ça. Ils envisagent de mettre en place eux-mêmes une raffinerie qu'ils veulent créer au Bénin. Ils vont faire des trucs ethniques. Et lui ou à Talon cherche à être un des acteurs de l'exploitation de ce potentiel-là. Voilà pourquoi ils pensent que pour eux, c'est uniquement avec leur complice Bazoum qu'ils pensaient que c'est avec lui seulement ils peuvent faire. Or, avant que Bazoum ne vienne, à quoi qu'il y a le pétrole au Niger, mais on a déjà commencé parce que ce n'est pas avec eux que ça a commencé. Le problème même du choix, c'est comme je l'ai dit, le choix de la voie du Bénin. Et au moment où on était en train de parler du pipeline, déjà en 2009-2010, c'était la voie du Bénin. La première discussion qui avait été faite, c'est pour parler du pipeline du Bénin. Et c'est cette voie qui nous rassure pour plusieurs choses. Pour 4 avantages qui ont été définis. Le premier avantage, c'est de faire la traversée du Niger sur la plus grande distance, ça fait 1200 km. Ensuite, les points de réchauffage
il y aura au moins 4 à 5 qui vont se faire au Niger. Ça va avantager parce que chaque point de réchauffage, il y a l'eau et il y a l'électricité. Ça peut aider les environs qui sont là. Ensuite, 4 et 3, on a le temps de former les gens, de former nos acteurs de Nigériens sur le secteur du pétrole. Et 4, c'est le fait que quand on tire le pipeline sur le Bénin, ça va ramener le pipeline jusqu'à Gaïa. Et donc, ça va valoriser le bloc de Tonfalis, qui est ici à Filengue, le bloc de Tamesna, le bloc de Tilia et Angola, et ensuite même le bloc de Mangeni. Le bloc de Mangeni, il n'y a qu'à seulement tirer pour amener sur Agadem, et donc tout est hulé. Donc le Niger qui est un pays pétrolier sur l'ensemble du territoire, partout il y a du pétrole, il faut le savoir. Partout il y a du pétrole au Niger. Donc le problème du gazoduc aussi, c'est la même chose. Les gens qui sont sur le chantier du gazoduc, qui ont fait leur montage, qui ont estimé que c'est cette voie-là qui va les arranger, c'est sur cette base, et ces individus-là, on les connaît. Ce sont ceux qui sont là à côté de Tinibou et autres. Donc je reviens sur Tinibou. Ils ont dit à Tinibou, les Français, que si ils n'acceptent pas de faire leur jeu, voilà ce qu'ils peuvent révéler sur lui. Et si ils acceptent de faire leur jeu, ce qu'ils attendent de lui, c'est quoi? C'est d'accepter d'être le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Première demande de la France. Et s'il devient président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, pendant qu'il ne connaît rien, c'est un novice qui vient d'arriver dans la politique, qui vient d'arriver au pouvoir au Nigeria, qui ne connaît même pas comment on dirige l'État du Nigeria. À plus forte raison, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, à 2 mois de son investiture, on l'a fait fourguer le 9 juillet, on a dit que c'est lui le président de la conférence des chefs d'État. Et directement, ceux qui lui ont écrit, c'est de faire la déclaration qu'il va lutter contre les coups d'État. Il va lutter contre les pays où il y a des coups d'État, le Mali. À l'époque, le Niger n'était pas engagé. Oui. Et voilà. Et Dieu a fabriqué Moïse. C'est dans la maison du pharaon que le Moïse a été récupéré. Il a été élevé, il a grandi dedans, il a atteint l'âge où il pouvait assumer la mission prophétique. Et Dieu l'a investi de la mission de s'occuper du pharaon. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? Rapidement, hein? Monsieur Abdoulaye. Oui, rapidement, nous. Il n'y a pas de confusion à faire. Rapidement, vraiment. La CEDEAO, par rapport à cette histoire d'embargo fermeture, nous savons qu'il n'y a même pas d'embargo. Dans la réalité, l'embargo fermeture des frontières, là, c'est théorique. D'accord. Mais dans le vrai problème, c'est notre décision sur laquelle on était depuis des années. D'abord, il était question de chasser de notre territoire pour affirmer notre souveraineté et notre indépendance. Il faut chasser les forces d'occupation chez nous. Notamment françaises. On est en train de le faire. Ça, c'est fait. Ouais. Deuxièmement, il faut régler le problème de la monnaie. C'est l'instrument d'asservissement de nos peuples. Pas seulement nigériens, mais les peuples africains qui sont aujourd'hui les 15 pays que nous sommes. Mais pour le moment, en tant que Nigériens, on peut commencer. Comme je suis d'accord avec mon jeune frère quand il le dit, et Bana, qu'effectivement, on peut donner le signal. Mais pour le moment, on n'a plus de distorsion. Monsieur Bana, avec le Mali et le Burkina. Ouais. On a déjà fait la réunion des ministres de l'économie. Oui, bien sûr. Et on a déjà mis en place un comité des experts. Bien sûr. Ce comité des experts est à la tâche. Il est en train de réfléchir sur comment, ce que nous voulons faire là, pour dénoncer notre appartenance à l'UEMOA, qui est une chose. On peut dénoncer l'appartenance à l'UEMOA sans régler le problème de la monnaie. Ensuite, il faut que nous le couplons. Quand nous décidons de quitter l'UEMOA, déjà l'UEMOA c'est nous. Et nous avons dit 80% du territoire de l'UEMOA, c'est le pays de l'AES. D'accord. Et le potentiel économique de l'UEMOA, fondamentalement, le potentiel économique de l'UEMOA, c'est l'AES. Bien sûr. On parle de l'or pour être la contrepartie de la masse monétaire. Nous sommes des pays où le Liptako, il n'y a que de l'or dedans. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons dire simplement, comme vous dites, les membres de l'AES, le CNSP, s'il y a quelque chose qu'il doit faire, c'est de faire en sorte que ce que nous avons décidé de faire à travers l'AES, que nous puissions être dans la position de continuer et la démarche, d'éviter certains atermoiements, certaines hésitations. Lorsqu'on est un véritable acteur du combat, voilà. D'accord. Merci pour ces... On va avancer. Hein. Et quel comportement les populations doivent avoir maintenant devant une telle situation? Parce qu'on a vu ce que le CNC doit faire. Maintenant, quel comportement au niveau des populations par rapport à cette situation? La première chose que les populations doivent faire, c'est de se convaincre que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les sanctions qui sont prises, ces sanctions-là, ceux qui les ont prises savent bien qu'elles toucheront moins M. Kiani ou M. Ali Mohamed Zen.
de l'exécutif ou les membres du CNSP. Voilà. Ils seront moins touchés dans tous les cas de figure. Ils seront protégés par un certain nombre de choses. Les sanctions toucheront davantage les populations. Tout à fait. Et dans ces populations les plus vulnérables d'entre elles. Quand il y a un embargo commercial, le produit qui n'arrive pas, il n'arrive pas pour la ménagère qui se trouve à Tanout. Voilà. Il n'arrivera pas pour le paysan qui sera à Toufalis. D'accord. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qu'on doit comprendre. Ou l'éleveur qui va se retrouver dans la zone de Keita. Des choses pareilles. Donc, nous devons faire en sorte que nos populations comprennent que leur gouvernement, leur exécutif, le général, il m'a semblé hier aborder la question du soutien populaire. Tout à fait. Et donc, les peuples de l'Union, la nouvelle alliance, devraient soutenir leur gouvernement, devraient soutenir leurs dirigeants, puisque c'est à leur nom que cette initiative a été prise. C'est eux qui l'ont suscité. Eh bien, pour qu'on puisse aller de l'avant, il faut que ce soutien-là ne faiblisse jamais, que ce soutien continue. On peut avoir une opinion différente, mais on ne peut pas ne pas aimer son pays. On ne peut pas ne pas aimer son peuple lorsqu'on a une once de responsabilité ou qu'on cherche une once de responsabilité. Parce que c'est si essentiel que tout le monde comprenne ça. Parce que je suis convaincu d'une chose. Si aujourd'hui on faisait un référendum dans l'espace CEDEAO ou dans l'espace IOMOA, eh bien, le oui pour la souveraineté des pays serait largement majoritaire. Je suis absolument certain de ça. Je suis absolument certain que le sentiment des populations, donc des peuples de la communauté CEDEAO ou de l'Union IOMOA, sont forcément favorables à au retour de la dignité, au retour de l'effort, au retour donc de la responsabilité et de la liberté pour lesquels nos dirigeants sont en train de se battre. On n'a pas dit forcément c'est un soutien politique pour faire ceci ou cela, mais c'est un soutien national, c'est un soutien à soi-même que de s'unir pour une solution commune, parce que nous savons tous que quelle que soit la force, quelle que soit la détermination des dirigeants que nous avons, militairement 100 ans, ils ne peuvent pas, ou même économiquement 100 ans, ils ne peuvent pas eux seuls combattre les forces visibles et invisibles qui, à l'heure actuelle, nous menacent ou qui sont en train d'attenter à notre volonté d'être libre. Parce que sans liberté, on ne peut rien faire. Donc, je pense que ce soutien des peuples-là est quelque chose de fondamental. Mais on sait bien aussi que pour qu'un peuple comprenne, il faut des messages qui lui soient clairs, des messages qui lui soient accessibles. Il faudra que les autorités et toute l'élite intellectuelle et médiatique, telle que vous le faites maintenant par vos émissions, puissent transmettre des messages qui soient audibles, accessibles, compréhensibles pour tous. Des messages qui soient simples et des messages qui appellent à la cohésion de la nation. Nous avons bien sûr nos différences. Rien ne les gommera tout de suite. Mais nous avons un objectif commun qui s'appelle Niger et sa nation et qui s'appelle aussi l'AES avec son extension que nous recherchons parce que nous avons besoin, je suis convaincu, d'un pays du littoral pour pouvoir forcément peser mieux au sein de l'économie mondiale demain. Parce que c'est ça qui nous permettra de nous passer de toutes sortes de sanctions et en permettant à nos marchandises qui vont en exportation d'aller en exportation et celles qui viennent chez nous de venir. Mais il est quelque chose d'essentiel. Si on ne se retrouve pas entre nous, nous ne créons pas les conditions d'avoir une économie qui donne des emplois, une économie qui donne des richesses pour nous permettre de nous libérer du joug sous lequel nous avons vécu pendant trop longtemps. Et ce joug, ce n'était pas simplement depuis 60 ans. Pour moi, ça fait 500 ans que nous, Africains, nous souffrons de ces choses-là. Et il est temps que maintenant, on se regarde dans la glace. Ceux qui ont fauté, ils ont fauté. Ceux qui ont fait des erreurs, ils ont fait des erreurs. Mais c'est le moment de se retrouver avec tout le monde. Voilà. Après, on verra comment on va sanctionner X ou Y pour ceux qui l'ont mal fait ou ceux qui le crime qu'il a commis. Mais aujourd'hui, l'objectif est de se rassembler. Sinon, nous disparaissons tous. Et je ne pense pas qu'il y ait dans la volonté d'un Nigérien, d'un Malien ou d'un Burkinabé une seule intention, une seule envie de disparaître.
disparaître. Si les gens ont envie d'aller au paradis, ils n'ont pas encore envie de mourir pour l'instant. Ils ont besoin de vivre, faire des choses qui leur permettent d'arriver à ce paradis-là. Et pour aller au paradis, il faut avoir fait des choses bien. C'est ce que la religion nous enseigne. Les choses bien, c'est d'abord de travailler, de produire des richesses et d'aider son prochain, de vivre en harmonie avec lui, ensuite de vénérer son créateur. Et donc, c'est comme cela que je conçois l'avenir qui devait être celui du peuple du Niger et les attentes qu'on peut avoir de ce peuple-là et des peuples frères et amis du Mali et du Burkina avec lesquels aujourd'hui nous avons